On va pas se mentir, Shanks le Roux est un personnage que j'apprécie énormément, et pour être complètement franc avec vous, si j'ai continué ce manga depuis une vingtaine d'années, c'est plus pour avoir des informations concernant Shanks et sa probable rencontre avec Luffy, que pour découvrir finalement le secret du One Piece ou toutes les autres intrigues qui se sont développées depuis 20 ans. Shanks est mon personnage préféré, et déjà à l'époque de One Piece Red, j'avais dit que je ne voulais pas de révélations sur ce personnage dans un film, tant j'attends un petit peu l'éclosion de celui-ci dans l'histoire principale. Et je suis obligé de vous dire que même si je suis une des premières personnes qui a défendu la théorie du frère de Shanks, j'en parle maintenant depuis presque 2 ans, aujourd'hui, quand je suis au pied du mur et qu'on va peut-être avoir la révélation sur l'identité de la personne qui lui ressemble, je suis obligé de vous dire que pour le scénario et pour le développement de Shanks, le fait qu'il a un frère risque d'être dommage, risque de tuer le personnage. Pourquoi? Parce que ce que j'aimais dans Shanks et dans l'apparition du chapitre 1, c'était un petit peu les deux tendances qu'on avait entre ce personnage. C'est un rigolo, mais il te tire dessus en cas de problème. Il te tire dessus en cas de problème, mais il n'hésite pas à sacrifier un bras pour ses valeurs et pour défendre directement Luffy. On avait une espèce de paradoxe entre un personnage qui est très gentil, joyeux, souriant, mais qui n'hésite pas à passer à l'action et qui devient très cruel quand tu t'attaques à l'un des siens. Je me suis dit, quand on va le voir, est-ce que Shanks finalement va être un antagoniste? Est-ce qu'il va se battre contre Luffy en bon vieux pirate avec son aspect un petit peu démoniaque? Ou est-ce qu'il va avoir un rôle de mentor un petit peu comme tous ceux qu'il a croisés, Relight, etc. Est-ce qu'il va le conseiller? Est-ce qu'il va être ne serait-ce qu'un marchepied pour permettre à Luffy d'atteindre le statut de Seigneur des Pirates? C'est cette petite ambiguïté que j'aimais bien, et on a cette même ambiguïté finalement dans One Piece Red. Est-ce que Shanks a détruit cette île comme tout le monde raconte, ou est-ce qu'il finalement il a essayé de sauver les habitants d'une attaque démoniaque? Et c'est cette ambiguïté que j'aimais bien avec le personnage de Shanks. Finalement dans mon intrigue, je me suis dit, qui est ce personnage de Shanks? Mais là, si tu crées deux personnages, un qui est foncièrement méchant, on va dire le Shanks cavalier divin, le jumeau, et donc que le Shanks que l'on connaît est finalement un good guy, tu vas diluer un petit peu ce paradoxe du personnage qui fait tout le croustillant de Shanks le Roux, et tu vas verser la moitié démoniaque finalement dans le frère maléfique qui fait partie des cavaliers divins, et tu vas donner la partie gentille et la partie un petit peu mentor au Shanks qu'on connaît depuis le début. Et je trouve ça dommage, puisque ça va rendre les deux personnages très manichéens, alors qu'aujourd'hui ce qui était le plus intéressant pour le personnage de Shanks, c'était son côté un petit peu gris, un peu je ne sais pas où me placer. C'est ça que je kiffais vraiment dans ce personnage. Donc même si depuis 2 ans je défends une théorie qui va s'avérer exacte, aujourd'hui je suis obligé de vous dire, non pas que je recule, mais que finalement, quand on arrive dans cet arc Elbaf qui va décrire un petit peu le passé de Shanks le Roux, on va le voir dans ce résumé complet, c'est peut-être une bêtise d'Eshiroda qui va contenter tout le monde, mais c'est peut-être une bêtise, mais on prendra le temps d'en reparler, les amis. Bienvenue dans cette vidéo, on va parler du résumé complet du chapitre 1136 de One Piece. Donc, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mon frérot, ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail que je fais chaque semaine. Vous êtes presque 50% à ne pas vous abonner en regardant mon vidéo, c'est du vol. Donnez votre avis en commentaire, et je suis très surpris. Je sais pas ce qui se passe 2025, j'ai jamais eu autant de commentaires positifs que depuis ma vidéo spoiler du chapitre 1136. Il y a ouais salut, on est content de te voir, ça fait content, t'as la pêche, t'étais aigri fin 2024, aujourd'hui on dirait que t'as changé. Les gars, ça m'a fait plaisir de vous lire. Je crois depuis la première fois, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous lire, et je voulais vous le dire. C'est gratifiant, ça donne une énergie, ça donne une patate de dingue en fait. Et je m'en rends compte là en lisant vos commentaires que c'est ouf en fait d'avoir des commentaires positifs, de gens positifs. Donc ouais, franchement je vous en remercie. Je vous demanderai pas de le faire à chaque fois si vous voulez toujours me cracher sur la gueule. Vous avez le droit, c'est votre espace les commentaires, si vous faites ce que vous voulez, c'est à vous les gars, vous êtes chez vous. Mais merci beaucoup. À liker la vidéo, c'est important pour la mettre en avant. Et à la partager à vos frérots si vous êtes d'accord avec toutes les analyses que je peux faire, on va dire ça comme ça. Chapitre hyper intéressant, parce que hyper intéressant, mais en même temps, encore une feinte de frappe d'Eiichiro Oda, mais on a l'habitude un petit peu avec cet auteur-là, puisqu'on va développer un petit peu la mythologie de Nika, et elle va prendre plusieurs directions. Les géants ont 3 interprétations de Nika. 2 qu'on a vues dans la vidéo spoiler, et une nouvelle. La première, Nika...
libérateur. Il libère les peuples opprimés. Celle-là, on la connaît, c'est celle qu'on a depuis le début. Mais certains géants ont nuancé un petit peu la légende dans Nika en disant attention, c'est aussi potentiellement un Nika destructeur. Il est là pour détruire le monde. Ce Nika ou ce Joy Boy qui peut-être a apparu dans la prévision de l'île des hommes poissons quand ils ont dit que Luffy finalement allait détruire l'homme des hommes poissons / détruire le monde. Peut-être que je m'avance, à vous de me le dire, mais t'avais déjà des prémices de ce côté destructeur de Nika que je pourrais trouver particulièrement intéressant, surtout que je suis une des personnes qui avait défendu un Gear 5 un petit peu berserk. J'aimerais bien voir Luffy dans ce côté un petit peu démoniaque, trop puissant, qu'on a pu retrouver dans Naruto et dans Bleach hein, d'ailleurs, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et d'autres encore pour diluer, parce que moi dans le chapitre spoiler, j'ai dit cool, on va avoir un Dark Nika et tout, c'est hyper intéressant, mais d'autres géants diluent ça encore en disant que non, ce sera Nika, ce sera le rieur. Celui qui rit, celui qui s'amuse. Et l'origine un petit peu de ces différentes interprétations, c'est que les textes anciens qui traitent de Nika sont bien sûr des légendes d'Elbaf. On pensait qu'on allait avoir des révélations, c'est dit comme pour Ex-Id qu'on arrive sur cette île-là et qu'on va tout nous révéler. Ben non, c'est dans une langue ancienne et on est incapable de les traduire. Donc Oda, en tout cas pour le moment, ne souhaite pas faire de l'île d'Elbaf une île de révélation. C'est un peu dommage, ça fait 25 ans qu'on te suit mon frérot, on aurait bien aimé avoir quelques miettes, mais apparemment ça ne sera pas ici qu'on aura plus d'éléments concernant Nika, mais Eiichiro-Oda nous donne quand même une petite pincée d'éléments. On va avoir une image qui va représenter Nika, un peu plus détaillée que lorsque Woozwoo nous a parlé du personnage. On va voir par exemple que Nika a les cheveux longs, qu'il a les cheveux bouclés, qu'il est entouré de nuages blancs, un petit peu comme Luffy dans sa forme Gear 5. Et tu vas avoir un petit peu des informations sur son origine. On dit que Nika apparaît quand le monde va mal, quand c'est déséquilibré, quand tout va mal, et qui serait déjà apparu 2 fois, parce que, non, ils disent que le monde a déjà été détruit 2 fois, ce qui corrobore un petit peu le discours du Dr Vegapunk qui dit que bah, là, il y a 800 ans, le monde a été submergé. Donc c'est déjà arrivé encore une fois, et c'est un peu les apparitions de Nika. Première fois, le monde est détruit, Nika apparaît. Deuxième fois, le monde est détruit, Joy Boy apparaît. Troisième fois, c'est le temps maintenant, c'est la menace. Et donc, c'est Luffy qui endosse ce rôle-là. Donc, on commence à avoir un petit peu un schéma qui se répète sur des éléments qui se rejoignent entre destruction du monde et apparition de Nika. C'est un petit peu ce qu'essayent de nous dire les géants sur l'île d'Elbaf. Ils vont également nous parler de choses intéressantes concernant le passé de Harold et aussi de Loki. Harald, excusez-moi les gars, je me suis trompé du nom. Et depuis tout petit, il y a une prémonition qui dit que Harald va mourir de la main d'un de ses enfants. Et c'est la catastrophe depuis la naissance de Loki. Il fout le bordel, il fout le feu, il se péta avec les gens, il veut tuer son daron. Il a l'âge de 10 ans, il fait la hagra à tous les géants d'Elbaf. On nous dit aussi là que Big Mom, c'est à ce moment-là qu'elle a tué un des chefs. Et finalement, Loki prend possession du monde souterrain, le monde là où les humains accostent, et c'est pour ça que les humains en accostant, ils voient que c'est le Delbor, et ils disent vas-y, Elbaf, c'est des oufs, c'est des géants, c'est des zinzins. Mais en fait, c'est que la faute de Loki, parce que les autres géants tranquillou, ils sont au monde Heaven, dans le ciel. Voilà. Loki finit par tuer son père, c'est quelque chose qu'on va remettre en question dès maintenant parce que, à mon avis, c'est quelque chose d'autre qui s'est passé, bien sûr. Et, in fine, celui qui le capture, qui l'amène à l'Elbaf et qui l'attache n'est autre que Shanks, mon frérot. Donc, on commence à avoir un petit peu des descriptions du passé de ce personnage. J'espère qu'on ira beaucoup plus loin sur le passé de Shanks et que ça va pas juste se cantonner à la capture de Loki. Est-ce que c'est cet événement qui l'a ramené Yonkou? Très certainement, parce qu'il est devenu Yonkou il y a 6 ans. Je réponds à mes propres questions. Je suis quelqu'un de génial! Mais... content. Alors si on a des images en plus de Shanks jeune, je prends, j'achète. Moi je suis très curieux de savoir s'il avait déjà sa cicatrice. Eh bien en fait oui, parce que c'était après qu'il a rencontré Luffy. Je réponds directement à mes questions. Mais ouais, je suis impatient de voir un petit peu d'informations sur le passé de Shanks. La dernière scène la plus intéressante. Ah oui, on a donc Zoro qui va voir que Luffy s'intéresse particulièrement à Shanks. Il va lui dire t'es bizarre mon capitaine, t'es pas comme d'hab, t'es chelou. On parle de Shanks, t'es en train de changer. Et les deux vont prendre la décision de pécho la clé pour descendre dans le monde souterrain. Finalement, aller poser les questions à Loki. Pourquoi pas le libérer et aller se péta. Nami va directement se joindre à eux. Ils y vont avec le bateau de Rhodes. Rhodes est là. Et il devient cool, machin truc. Enfin, il rejoint l'équipage. Tout est quanti.
Pas méga intéressant, le développement de ça. La dernière scène, elle, est hyper intéressante puisqu'elle va un petit peu se focus, elle focus scène sur les deux encapuchonnés, Gecko, la meuf, Genko, et ce fameux frère de Shanks, on va l'appeler comme ça pour le moment, même s'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, même si beaucoup l'ont fait, on a de moins en moins d'éléments pour nous dire que c'est finalement Shanks, hein, ça a l'air d'être un frère. Mais j'espère que dans ce chapitre, on va le voir dans des angles différents, qui vont peut-être nous donner certaines informations sur le fait est-ce qu'il a une cicatrice ou pas, parce qu'il va pas mal intervenir dans ce chapitre. Ils sont là pour proposer une passe de cavalier divin à Loki. Pourquoi Fingerland est passé dans le Gorosei? Le frère de Shanks est très certainement donc passé leader des cavaliers divins, donc il y a une place restante. Est-ce que tous les cavaliers divins sont des dragons célestes? C'est la question que je vous avais posée dans ma vidéo du début de semaine. Eh bien, Loki va poser la question directement aux deux encapuchonnés qui ne vont pas répondre. Mais, comme ils vont essayer de recruter Loki, tous les chevaliers divins ne sont donc pas forcément des membres des dragons célestes, des Tenryubito. Voilà, déjà première révélation. Ensuite, il y a un loup qui va essayer de défendre Loki parce que suite à son refus de rejoindre l'équipe des encapuchonnés, un loup va essayer d'attaquer les deux. Et on va voir le pouvoir de Genko qui a un œil normal et une espèce de Byakugan dans son autre œil. Et elle va capturer le loup là où le frère de Shanks va faire un chantage. Donc ça ressemble pas à Shanks. Ça ressemble pas à Shanks. Quoique Shanks essaye d'empoisonner des membres de l'équipage de Luffy, donc peut-être. Et il lui dit, voilà, si tu nous rejoins pas, on va tuer le loup, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, Loki, en vrai guerrier d'Elba Viking, lui dit, voilà, un guerrier ne doit pas avoir peur de la mort, c'est le Valhalla. Enfin, il dit pas le Valhalla, mais tu m'as capté. Tue le loup, il devra accepter la mort, en son âme et conscience. Donc voilà un petit peu le chapitre qu'aujourd'hui, qui développe trois parties que j'adore. Le développement de Loki, le développement du passé de Shanks, et cette intrigue sur son potentiel frère. On va droit au but. Sachant que cette l'intro d'Elbaf est un peu chelou. Hein. Moi j'aimerais bien avoir votre avis, mais l'intro d'Elbaf elle est un peu ratée. Est-ce que c'est Oda est fatigué? Est-ce qu'il n'avait pas prévu l'intro d'Elbaf? Mais on va peut-être rebondir dessus parce que finalement, la meuf Genko nous dit qu'il y a plusieurs espions qui ont été envoyés pour observer Loki et qu'ils ont tous été enlevés par des corbeaux géants, qui est le corbeau de Rhodes. Donc, est-ce qu'on va pas revenir sur cette intrigue de ce monde de Lego, etc., pour expliquer un petit peu comment est-ce qu'on en est, comment est-ce que Oda a introduit l'arc Elbaf, qui me semble quand même particulièrement bizarre, avec ce monde des Lego. Voilà pour ce résumé complet. N'hésite pas à te faire l'invitation, la subscription, l'abonnement, à partager la vidéo, à donner ton avis en commentaire, mon frérot, si tu aimes ce que je fais. Est-ce que tu me suis? À partager, liker, c'est hyper important pour qu'on passe une excellente année tous les deux. À tutti quanti, ciao, bye bye, bisous, bonne semaine. On se voit pour la review, Inch'Allah si j'ai le temps. Ciao!